Bonjour et bienvenue dans Capitaine au Capitaine, le podcast pour changer de regard sur le leadership et développer l'attitude capitaine. Où est passée l'intégrité et la probité ? C'est l'une des nombreuses questions que se pose mon invité. Ce dernier refuse de rentrer dans le moule, mais ne rate pas une occasion de mettre les pieds dans le plat. Didier Pitlet est d'abord un survivant qui, suite à un grave accident à l'âge de 23 ans, est déclaré mort cliniquement. Alors, pour sa deuxième vie, il fait le choix conscient d'être avant tout vivant. Cette renaissance lui confère une énergie décuplée qu'il s'ingénue à distiller aux autres dans le creux de ses diverses activités. Entrepreneur, écrivain et conférencier, Didier n'est jamais rassasié et il a des messages à faire passer. Comme beaucoup d'entre nous, il se lamente d'une France qui tombe, mais il ne se cantonne pas à décrire les symptômes sombres. Il montre des voies que pourrait emprunter le plus grand nombre. Son dernier ouvrage décrit un leadership spirituel, une attitude qui entremêle pêle-mêle le mental, le cœur et le manuel, qui renoue avec le bon sens et se recentre sur l'essentiel. Découvrons à présent comment nous approprier cet état d'esprit. Capitaine au Capitaine avec Didier Pitlet. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Didier. Bonjour, merci de m'accueillir et merci pour ces premiers mots. Je t'en prie, merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai fait une première introduction rapide, mais je voulais te laisser l'opportunité de te présenter comme tu le souhaitais. Tu as de multiples activités. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous pour qu'on comprenne un petit peu mieux qui tu es et ce que tu fais ? Très brièvement, tu l'as rappelé, j'ai l'habitude de dire que j'ai eu la chance d'avoir été déclaré mort effectivement à 23 ans. Et c'est une chance parce que ça t'enlève quelques certitudes pour aller vers des convictions. Et de fait, je suis tombé dans la marmite RH très jeune. J'avais donc 23 ans et j'en ai fait ma passion. Donc j'ai créé différentes entreprises. J'ai passé 16 ans chez Publicis, où j'avais notamment créé Guillaume Tell, avec lequel j'avais déposé le concept de marque employeur. Et puis après, j'ai bifurqué ces enjeux de réputation d'entreprise avec On the Moon. Et là, j'ai créé Enoch Consulting, qui se focus vraiment sur les enjeux de culture d'entreprise. Parce qu'on en reparlera, mais il y a un vrai problème d'incarnation aujourd'hui, que ce soit dans la société civile comme dans le monde de l'entreprise. Et quand on veut fédérer des générations très différentes, personnes qui ont 20 ans, 50 ans, 40 ans, eh bien, quel est le dénominateur commun, si ce n'est la culture. Et en parallèle, effectivement, et sans aucune ambition littéraire, j'écris un livre en moyenne tous les 3 ans qui se veut une pierre au débat. Moi, la chance que j'ai, c'est de vivre dans beaucoup d'entreprises, de côtoyer beaucoup de décideurs, et donc, à partir de là, d'en tirer des enseignements. Et que j'essaie d'ailleurs de partager aussi avec des étudiants, ou à travers différentes conférences. Et c'est des moments de partage qui t'enrichissent toi-même dans les deux sens, bien évidemment. Je vais dire, on va parler de spiritualité, c'est aussi un exercice en soi de réflexion et de structuration de ses idées. Bien sûr, exactement. Voilà. Ok, donc tu as cité un certain nombre de choses, Enoch Consulting, président du Cercle du Leadership également. Alors, qui s'est mis en sommeil il y a quelque temps par sa fondatrice, Raphaël Lobby. Et il y a maintenant 3 ans de cela, j'ai créé un bébé dont je suis très très fier, avec beaucoup d'humilité, qui est l'exposition digitale Gueule de l'emploi, où on met l'art au service de l'emploi. Et cette exposition, dont on vient de lancer la 3e saison, eh bien, en 3 ans, avec Christophe Duron, le photographe, on a photographié pas moins de 500 humains, des femmes et des hommes de tout horizon, de toute formation, de toutes origines. Mais au-delà du talent de l'artiste, ils sont tous beaux, parce qu'elles ont tous en commun, ces personnes, d'être fiers de ce qu'elles font. Et ça, cette exposition citoyenne, eh bien, elle a le mérite de montrer au plus grand nombre qu'on peut être heureux au boulot, qu'on peut être fier de ce que l'on fait, et que ça vaut le coup d'y aller réellement. Ce que ne savent plus vraiment porter comme message les entreprises, puisqu'on est dans une période où on veut toujours être plus beau qu'on est, etc. Et la surenchère des éléments de langage, dont on est un peu en train de crever aujourd'hui, très clairement, eh bien, fait que les gens se détournent de l'entreprise. Alors que si on va plutôt sur le chemin de l'authenticité, valoriser les vrais gens au sens noble du terme, eh bien, on peut créer des vocations formidables. Donc, c'est vraiment le but de Gueule de l'emploi,
qui marche très bien. L'expo, ou en tout cas une partie, est disponible en ligne. Alors, oui, exactement. Tu peux nous donner l'adresse Pendant un an, Okay. elle est en ligne sur www.gueuledelemploi.fr, tout attaché, gueuledelemploi.fr. Elle est de temps en temps en physique. Par exemple, tout le mois de novembre, elle était place de la Concorde, avec 80 portraits sur les 150. Et elle peut être hébergée gratuitement dans des villes qui le souhaitent, puisqu'on la met à disposition. Encore une fois, c'est vraiment une démarche citoyenne, cette exposition, pour valoriser des employeurs qui n'ont pas peur, finalement, de dire à leurs équipes « je vous aime, je vous mets en avant », et sans aucun artifice. Ok, très bien. Tu as déjà lancé pas mal le sujet à travers ta présentation. Tu as lâché quelques mots-clés de fierté, d'authenticité, de culture. C'est ce qui va jalonner un peu notre conversation. On a pas mal de points communs. Je ne parle pas que des cheveux blancs, des lunettes et de la barbe, mais aussi des sujets, puisque dans cette émission, on parle beaucoup de leadership. Peut-être j'aime bien toujours planter une intention en début d'épisode, et peut-être là, ce serait que les auditeurs et auditrices repartent avec une ou deux manières de pouvoir incrémenter, faire un pas vers ce que tu appelles le leadership spirituel. Parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est pas simplement de parler de leadership au niveau des hauts dirigeants et des gens qui ont des responsabilités, mais aussi de monsieur et madame tout le monde. Voilà, comment on peut amener ça dans notre vie. Donc, je lance ce message-là à l'audience aussi. Peu importe notre statut ou notre rôle, ce sujet de leadership nous concerne tous. J'aurais voulu commencer par le point de départ, parce que le mot de leadership est très galvaudé, chacun a sa propre définition. Le mot de spirituel est peut-être un des mots tabous aussi, qu'on n'aborde pas ou qui fait peur pour différentes raisons. Comme tu as écrit un livre qui s'appelle « Pour un leadership spirituel assumé », je voudrais te demander quelle est ta définition personnelle du leadership, quelle est ta définition personnelle de spiritualité et de fait de leadership spirituel. Alors, tu as raison de dire qu'effectivement, le leadership ne se limite pas à une communauté de décideurs et autres. Ça concerne tout le monde. Le leadership, déjà, c'est la connaissance de soi. Et ce qui est un énorme problème, parce que dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école, dans les études supérieures, dans les entreprises, etc., on nous met dans des cases. On nous structure. Et quelque part, on nous éloigne de ce que l'on est soi-même. Et moi, je constate, travaillant avec beaucoup d'entreprises, enfin, ayant passé dans ma vie, en tous les cas, beaucoup de temps dans les entreprises, je constate à quel point il y a plein de gens qui passent à côté de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes dans le rôle qu'on leur fait jouer. Or, c'est essentiel si on veut aller vers une forme de leadership, c'est-à-dire à savoir du rayonnement, mais pas au sens égocentré, bien au contraire. C'est un rayonnement qui englobe l'autre. C'est un rayonnement qui se fonde sur le don de soi. Autant de notions qu'on n'enseigne ni à l'école et qu'on pratique quasiment pas en entreprise. Or, le leadership, ça commence par cette envie d'aller au fond de soi-même, d'aller se connaître soi-même, pour se débarrasser de tous les oripeaux qu'on nous a collés, de par notre éducation, de par l'éducation scolaire, tout ce que l'on veut, etc., pour finalement se remettre face à son propre miroir. Alors, ce n'est pas des grandes théories ou autres, c'est simplement assumer ce que l'on a envie d'être. Et moi, ce qui me passionne actuellement, c'est de voir que intuitivement, la nouvelle génération, qu'on appelle les Z, a amorcé un virage où elle ne veut pas se sacrifier à jouer des rôles. Moi, je suis très surpris, par exemple, dans les entreprises, de voir des jeunes gens qui, généralement, c'est le cap des 28 ans, font des reconversions professionnelles. Ça y est, aujourd'hui, en 2024-2025, c'est admis, la reconversion professionnelle, c'est avant 30 ans. Voilà. Alors que dans ma génération, 45, 50 ans. Et quand on questionne les gens qui font des reconversions professionnelles vers 28-30 ans, le leitmotiv, c'est de dire « je ne veux pas vieillir comme ça, dans le système dans lequel je suis, je veux me réaliser et surtout, je veux me sentir utile. » Car le vrai leadership, c'est celui qui te reconnecte à ton utilité profonde. Moi, je crois profondément qu'on a tous une mission, quelle qu'elle soit. Tout le monde n'est pas fait pour être un chef, tout le monde n'est pas fait pour être un leader au sens entrepreneurial du terme, mais on a tous une mission.
Le tout, c'est de chercher. Et durant la vie, on fait tout pour nous éloigner de cette remission. Et c'est là le lien avec le mot spirituel. Alors évidemment, quand j'utilise moi ce mot spirituel, c'est pas du tout au sens religion. Si ce n'est peut-être la racine du mot religion, religare, à savoir relier. Mais la spiritualité, c'est se relier à soi-même, à son moi intérieur profond, à ses envies profondes, pour pouvoir, là aussi, s'ajuster dans la collectivité humaine, c'est-à-dire globalement faire œuvre commune avec les autres. Ce qui est censé être quelque part une mission de l'entreprise, mais qui a été totalement dévoyée durant ces 40 dernières années, notamment, voire 50 dernières années, par des artifices à la fois financiers, des éléments de langage, etc. Donc ça, c'est... voilà. Pour moi, le leadership spirituel, parce que maintenant je reconnecte les deux mots, c'est le parfait alignement entre la tête, le cœur et l'esprit. C'est-à-dire, et les tripes. La tête, c'est une vision claire. Or, le problème, et on le voit, que ce soit dans le monde politique comme dans le monde entreprise, on a des visions très court-termistes. On a des visions dont le ROI doit être immédiat. Or, il faut avoir une vision claire et surtout connue et assumée. Je peux t'arrêter là-dessus, je t'en prie. Ça m'intéresse, je partage et je vais me faire le poil à gratter un peu pour pas qu'on soit d'accord tout le temps. Difficile d'avoir une vision aujourd'hui dans un monde qui est incertain et dont on ne connaît pas le futur, lointain. Aujourd'hui, tu le dis dans ton livre, l'horizon d'une entreprise, c'est le mois, voire le trimestre, et éventuellement, le long terme s'appelle l'année à venir. Comment on fait Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde qu'on connaît, avoir une vision ? Alors, déjà, l'imprévisible fait partie du leadership. L'imprévisible est une donnée, entre guillemets, à part entière. Donc, on ne doit pas avoir peur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on subit les assauts de l'imprévisible, et donc on se met en mode réactif permanent. Et donc, on réagit que dans le temps court. Or, le vrai leadership en entreprise, c'est celui qui maîtrise le temps court, le temps long également. Et d'ailleurs, on le retrouve beaucoup dans des modèles alternatifs aux boîtes cotées, que sont les boîtes familiales, que sont les mutuelles, les coopératives ou autres, où la notion de temps long, qui induit la notion de transmission, est extrêmement importante. Donc, si on veut réellement pallier au risque de l'imprévisible, il faut se rattacher à ce qu'on a de plus important dans une entreprise, à savoir les racines, l'ADN. Or, la plupart du temps, on fourvoie ces racines et cet ADN à l'aune des modes du moment, des beaux concepts du moment, les éléments de langage dont je parlais tout à l'heure. Or, ce qui est important, c'est d'éclairer l'avenir aussi avec les lumières du passé. Et ça se heurte au vrai et au faux leader. Le faux leader, c'est l'homme ou la femme qui est nommé à un poste et qui ne va même pas faire l'effort, sauf de manière superficielle, de s'approprier l'ADN de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise. Parce qu'avant lui, il y avait des femmes et des hommes qui ont bâti cette histoire dont il devient dépositaire. Donc, l'humilité veut que pour guider vers le futur, s'approprier cette histoire. Or, malheureusement, dans le monde des dirigeants salariés, que je qualifierais parfois d'interchangeables, trop peu font cet effort. Or, cet effort, c'est l'acceptation du leader. Les vrais leaders, eux, savent que plus les racines sont profondes, plus ils pourront avoir d'ambition pour l'avenir. Et ça, je crois que malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on l'apprenne quelque part, en tout cas pas à l'école. Je crois qu'on l'a ou pas en soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de vrais leaders. Il y a des experts formés pour occuper des jobs, mais des vrais leaders, au sens de cet alignement tête, cœur, tripe, il y en a très très peu. En tout cas, moi, dans ma carrière, j'en ai rencontré très peu. Est-ce que c'est le contexte qui fait ça ? Parce que quand je t'écoute, ça pourrait s'appliquer aussi au domaine politique au sens large. On a l'impression aussi que ces leaders politiques, quelle que soit leur étiquette et leurs idées de base, sont interchangeables.
Tu reprends dans certaines conférences le fait que les rapports d'entreprise sont tous les mêmes et faits par des cabinets peut-être et sont assez insipides et creux de véritables choses. Tu as parlé de culture. Moi, j'entends beaucoup dans les salles de formation des managers qui regrettent le côté mercenaire des salariés et le manque de loyauté qu'il peut y avoir. Mais toi, tu dis que c'est aussi à l'entreprise de mériter cette loyauté et que finalement, les entreprises aujourd'hui n'apportent que peu d'identité. Voilà, j'ai l'impression que ça se passe à tous les niveaux, au niveau de l'individu, que ce qui se passe dans l'entreprise est le reflet de la société, de ce qui se passe au niveau plus global, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, dans mon livre, je fais le parallèle régulier entre le monde politique et le monde de l'entreprise, parce que ce parallèle est tout à fait pertinent. Je crois qu'aujourd'hui, on vit une crise morale et spirituelle inédite. C'est un chaos innommable. On a désacralisé tous les symboles, que ce soit les symboles des fonctions, d'autorité, de liens, y compris notre laïcité française, quand même, un vrai trésor en tant que tel, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pays dans le monde où tout le monde peut croire ou pas en ce qu'il veut, faire ce qu'il veut, dans le respect du collectif. Et ça, c'est évidemment très mis à mal par une volonté de migrer vers une laïcité plus anglo-saxonne, plus communautariste. Bon, ça, c'est un projet politique, certes, mais c'est, pour moi, hautement critiquable parce que ça effrite tout le lien social. Et donc, si tu veux, le problème, c'est quand on désacralise les liens, les rapports, eh bien, on arrive à quelque chose de totalement insipide. Et l'entreprise, malheureusement, perpétue trop des concepts à la mode, se cale sur les études du moment, elle est en mode réactif. C'est pas cela que l'on attend d'une entreprise. Une entreprise, avant tout, c'est une tribu. C'est-à-dire au sens réellement tribal du terme, au sens premier du terme. Nous sommes des animaux qui, depuis qu'on a 2-3 neurones qui fonctionnent, eh bien on a vécu en tribu. Et quels que soient les endroits où nous sommes sur la planète, eh bien on a des repères tribaux. L'évolution de l'hyperconsommation, du paraître, de l'avoir sur l'être, etc., du XXe siècle et de ce début XXIe siècle, font que, malheureusement, ce qui fait collectif est en train d'exploser. Au profit d'un individualisme montant, au profit d'un repli sur soi aussi, parce que, mine de rien, via les évolutions technologiques, et Dieu sait que je ne critique pas la technologie, loin s'en faut, ça peut avoir des vrais bénéfices, il y a aussi un repli sur soi, ça existe quand même. Eh bien, dans tout ça, l'entreprise a laissé de surnager, alors que c'est peut-être le dernier rempart structurant, parfaitement inclusif, sous réserve qu'on respecte sa dimension tribu. Et si on dit tribu, on dit quoi ? Chef de tribu ? Mais ça veut dire avoir des leaders qui se pensent chefs de tribu. C'est-à-dire qui se donnent la responsabilité de charge d'âme, qui acceptent l'idée que dans leur première mission, il y a un verbe essentiel, alors que tu vas voir, qu'aucun dirigeant n'ose utiliser. Ça fait peur. C'est le verbe aimer. Parce que diriger, c'est aimer. C'est aimer, évidemment, son produit, aimer ses clients, aimer ses collaborateurs, aimer son maillot de l'entreprise, c'est aimer. Et quand on est dans cette dynamique d'aimer, eh bien, aimer, c'est partager. Et quand tu partages, forcément, tu es dans la compréhension de l'autre, tu es dans la considération de l'autre. Donc, finalement, et je reprends le terme que tu as utilisé au tout début, on est finalement que dans du bon sens humain. Alors évidemment, ce n'est pas le monde des bisounours, l'entreprise. Bien sûr qu'il faut faire du profit, bien sûr qu'il y a des comptes à rendre, etc. Mais entre les entreprises qui sont devenues des systèmes déshumanisés, parce que moi c'est ce que je constate avec 40 ans de recul, ce qui est fou, c'est quand tu regardes de près la plupart des grandes entreprises, elles ont tout. Elles ont la bonne boîte à outils, elles ont les bons principes, elles ont tout. Manque de bol, ça cloche.
Alors, je voudrais pas mettre toutes les entreprises généralisées aussi. Tu as fait le choix d'ailleurs, parce que tu es entrepreneur, tu nous partages ces idées qui ne sont pas hors sol, puisque tu es toi-même aussi chef d'entreprise. J'ai l'impression que ce que tu décris est peut-être encore possible, ou difficile mais possible pour des petites structures, et moins facile pour des paquebots comme les grosses entreprises, où ce lien humain est compliqué, où il y a de la tempête aussi. C'est-à-dire que tu parlais du temps court. Il y a une réactivité à avoir, on est aspiré par l'immédiateté des événements, et c'est difficile de maintenir ça. Comment on fait sur des grosses structures sois pas choqué de ce que je vais te dire, mais je crois que ce que tu viens d'énumérer, pas à titre personnel, ces fameux obstacles, pour moi, c'est de la langue de bois. Okay. Bien sûr que 96% des boîtes en France sont des TPE-PME. Dans une boîte de 5 personnes, c'est plus facile de gérer les émotions qu'une boîte de 100 000 personnes, bien sûr. Mais je crois que cette dimension humaine, c'est avant tout une question de choix. Quand tu diriges une entreprise de 100 000 personnes, tu peux aimer 100 000 personnes. C'est un choix. Le seul problème, c'est que... c'est facile de critiquer, hein, bien évidemment, hein, mais il faut surtout objectiver. On a des leaders qui sont préformatés. Je vais te donner un exemple. J'ai très rarement rencontré des équipes de direction, des comités de direction, unis comme les doigts d'une main autour d'une ambition humaine. Moi, souvent, je pose des questions très simples à des dirigeants. Je dis, mais tu es un patron de cette boîte, soit directeur financier, directeur informatique ou autre. De quoi tu vas être fier en tant qu'employeur à 5 ans, 10 ans? J'ai jamais de réponse. Parce qu'on est arrivé à l'aberration d'un système où les dirigeants ne se pensent pas employeurs. Ils sont chefs de file d'une filière métier. C'est le marketing, c'est l'informatique, c'est les RH, c'est l'industrie, tout qu'importe. Mais ils ne se pensent pas de manière transversale employeur. Or, c'est ça la définition même d'un patron. C'est d'être employeur avant d'être, entre guillemets, financier. D'ailleurs, moi je crois que ça émerge quand même sous l'impulsion des entreprises à mission, la raison d'être qu'avait impulsé Jean-Dominique Sédar avec Nicole Notat, qui commence à y avoir la volonté d'un équilibre entre performance économique et performance humaine. Et moi, j'ai la faiblesse de croire, et vraiment avec beaucoup d'optimisme, que dans les années à venir, la performance humaine va devenir réellement une carte de visite. Et que globalement, entre les boîtes qui délivrent le bon pourcentage aux financiers et la boîte qui délivre toujours le bon pourcentage financier, mais avec ce supplément d'âme humain, eh ben, la différence, ça se fera facilement. Les personnes qui sont à la tête de ces boîtes, elles ont évidemment un talent de dingue. Car tout le monde ne peut pas être patron. Tout le monde ne peut pas être dirigeant de ce type de boîte. Et non. Mais en revanche, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont comptables de leurs actes, humainement parlant. Et donc cet éveil-là, malheureusement, dans leur entourage, il y a très peu de personnes qui leur disent « Attention, notre système, il n'est pas si humain que ça. Attention, on pourrait être encore bien meilleur. » Parce que moi, je crois du poids des DRH, par exemple, dans les comités de direction, qui n'est pas aussi présent qu'un directeur financier ou un directeur commercial. Alors, écoute, moi, je crois que les DRH, c'est peut-être la fonction la plus importante dans une boîte. Alors, totalement sous-estimé, totalement, dans beaucoup de cas, maltraité. La solitude du DRH, c'est pas une vue de l'esprit, très clairement. Et c'est souvent le DRH qu'on appelle pour gérer les problèmes. Mais le DRH, il est ambassadeur de l'ambition humaine. Il n'est pas le garant. Parce que le garant, c'est l'état-major, c'est les managers. Mais il est l'ambassadeur de l'ambition humaine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les DRH, aujourd'hui, et encore plus demain, devront avoir ce rôle d'éveilleur, devront avoir ce rôle, j'allais dire presque ce contre-pouvoir humain. Alors évidemment, charge aux dirigeants d'avoir l'intelligence. Ouais, déjà, et puis on part de loin, parce que j'en discuté aussi avec une DRH récemment, la formation initiale des DRH est très technique, c'est un métier très technique, hein, le DRH, il y a un aspect légal, etc. Et j'ai l'impression aussi que, voilà, c'est pas...
on part de loin là-dessus. Mais tu sais, moi je donne des cours dans une grande école qui forme les futurs DRH notamment, et je commence toujours mes sessions en demandant aux étudiants de master, mais pourquoi vous vous engagez là-dedans? C'est quoi vos motivations? Et tu as raison. 80%, la dimension technique. C'est riche techniquement. Ah, il parle. Et puis à un moment, je lui dis, mais attendez, il y a un truc qui m'interpelle. Et l'humain dans tout ça? Le fait d'aimer l'humain, c'est pas un moteur. Là, il y a un grand blanc, et évidemment, ils embrayent parce qu'ils adorent cela. Ça, c'est clair. Mais le problème, c'est quand ils font leur premier pas en entreprise, en tant que junior ou en alternant, eh bien, ils se heurtent à cette technicité. Et la technicité de la fonction RH, elle est devenue malheureusement existentielle aujourd'hui. On se justifie par la technicité. Mais ça n'apporte rien, la technicité. Je te prends juste un exemple. Moi qui me navre au plus haut point. On n'a jamais parlé autant de RSE, de qualité de vie au travail, de concepts formidables. On ne peut rien dire contre ces idées. Seul problème, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de burn-out, de détresse et de stress en entreprise. Cherchez l'erreur. Et là, le RH, pas que lui, mais le RH, il a sa responsabilité. Quand on écrit dans les rapports annuels, effectivement, des pages et des pages sur la RSE, la qualité de vie au travail, etc., mais si ce n'est pas vécu en interne, c'est bullshit. Oui. Et c'est ce qui amène peut-être, on parle beaucoup du terme de désengagement aujourd'hui, c'est cet écart entre ce qui est dit, je crois que 80% des boîtes du CAC 40 sont des entreprises à mission qui veulent changer le monde, et puis ce qui est vécu dans la réalité, même si ça peut être une intention réelle, hein, pourquoi pas, c'est ça qui fait qu'il y a le discours et les actes, quoi. J'aimerais peut-être comme on dit, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Il y a quand même des motifs d'espoir aussi. Je suis un individu, on a parlé des leaders, des dirigeants, de ceux qui emmènent les autres, qui ont des responsabilités, de l'influence. On a dit au début de cet épisode que ça concernait finalement tout le monde. Disons que moi, je cherche à rejoindre ce type de structure dont tu as parlé, qui est connecté qui est dans cette authenticité, dans cet éveil, etc. Mais je me sens un peu prisonnier parce que j'ai des gamins à nourrir, j'ai un crédit à payer, puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, en tant que monsieur tout le monde, pour faire un pas vers le leadership spirituel où, vu que ça n'existe pas beaucoup, on en a fait le constat, rejoindre, ou voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est le côté solution aussi qui m'intéresse. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Moi, je crois qu'effectivement, dans les entreprises, il y a plein de lueurs d'espoir. Même si aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un petit peu, comment dirais-je, non pas au fond du trou, ce serait excessif, mais en tous les cas, dans une période creux de la vague, pour rester très compliquée. Sur la métaphore capitaine. Exactement, on est dans le creux de la vague. Mais parce que les entreprises ont toujours, ou plutôt très souvent, un temps de retard par rapport à l'évolution sociologique des gens. Bon. Moi, toute ma vie, par exemple, je me suis intéressé aux collégiens. Parce que je me suis dit très tôt, mes clients s'intéressent aux étudiants de grandes écoles parce qu'ils vont bientôt être diplômés, donc ils vont être recrutés. Mais l'être, il se structure dès le collège. C'est-à-dire le futur citoyen, c'est quand il a 14-15 ans, tu vois, ça commence à se structurer. Donc, toujours avoir ce temps d'avance en tant que tel, que malheureusement, peu d'entreprises et peu de RH ont. Eh bien, quand on regarde ce qui est en train de se passer, oui, il y a un désengagement, ça c'est clair. Intergénérationnel, hein. C'est pas que vraiment ça touche tout le monde, mais pourquoi? Parce que c'est la quête de sens. C'est-à-dire que la plupart, alors les jeunes évidemment, eux, plus que tout le monde, veulent se sentir utiles. C'est la génération du faire, F-A-I-R-E, hein. Et c'est là où je reviens sur ton deuxième point. Ce que doit faire chaque individu, c'est se connecter à soi-même. C'est-à-dire que c'est très facile de se perdre. Tu vois, évidemment, un crédit... Je creuse là-dessus. Comment on se connecte à soi? Alors là, dis donc, il faudrait une après-midi, enfin même pas plusieurs podcasts pour rentrer là-dedans. Déjà, il faut être exigeant avec soi-même. C'est-à-dire être capable de mettre sur la table mes plus, mes moins, mes envies et ce que je ne veux plus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut choisir. La vraie notion, c'est celle du choix. C'est-à-dire que... et c'est à la portée de chacun. C'est-à-dire que
à un moment donné, on peut choisir de rester dans le système, on peut choisir de continuer à subir parce qu'on a le crédit, parce qu'on a les enfants, etc. Ou on peut choisir de faire un pas de côté. Ah, ça appartient à tout le monde, hein. C'est très personnel. Un pas de côté pour aller chercher d'autres voies, pour continuer à assumer le crédit et les enfants, mais en se réalisant. Ça, c'est déjà un premier point, le choix. C'est-à-dire, personne, ni un patron, ni une boîte, ni une famille, ni un patrimoine scolaire ou même génétique ne choisit à ta place. Et ça, c'est un choc, parce que c'est pas évident de le comprendre. Moi, je peux te dire sincèrement, pour te raconter l'anecdote, entre 2013 et 2018, 5 ans, alors que j'ai eu un parcours qui est le mien, que des emmerdes. Opération à cœur ouvert, AVC, mon plus gros client qui nous plante, enfin le truc de dingue. Et tu rames, et tu rames, et tu rames, tu te dis, je vais m'en sortir parce que j'avais une 50aine de collaborateurs et je voulais pas les lâcher, etc., etc., etc. Et puis, un jour, j'ai une personne qui me dit, mais de toute façon, il n'y a que toi qui vas pouvoir sortir de là. Il faut juste que tu fasses le choix. Arrête d'être dans la roue comme le hamster, prends une décision radicale. Bon, on a pris une décision radicale qui a permis de protéger les salariés d'une part et puis de rebondir ailleurs, mais la radicale avait des choix totalement différents en revanche. Tu vois, j'ai toujours eu, moi, toutes des entreprises assez importantes. Eh bien là, je suis reparti avec une ambition, chasser les toxiques. C'est-à-dire, les toxiques, ça a des formes multiples. Hein. Quand tu as envie d'aider les gens... Les relations toxiques aussi bien sûr. C'est tout ce qui t'enlève de l'énergie, quoi. Exactement, exactement. Et donc, faire le choix d'être entouré de gens bien, ou de gens généreux, de gens ouverts, c'est aussi un choix. Alors évidemment, tu te prives parfois de gens qui sont très show-off, qui sont sur le devant de la scène, etc. Mais on s'en fout. Leur lumière, elle t'atteint même pas. Donc ça sert à rien. On a évoqué le mot ensemble en déjeunant. Le mot d'énergie, je pense que le premier truc qu'on peut tous faire, sans basculer dans un truc New Age, perché, etc., mais c'est d'être attentif aux énergies qui nous traversent. Quelle est l'énergie qu'on est en mesure de donner aux autres ? Est-ce qu'il y a de la friction ou de la fluidité ? Ça, je pense que chacun à son échelle peut mesurer ça. Et comme tu le disais avec ta situation personnelle de... il m'arrive des emmerdes, etc. C'est souvent des signaux qu'il y a quelque chose qu'on doit libérer. Ça peut être une relation, ça peut être une croyance, ça peut être... Bien sûr. Voilà, de changer de regard là-dessus. Et ça, c'est dans le pouvoir de chacun. Parce que je disais aussi qu'on parlait des leaders tout à l'heure. Parfois, quand tu es en responsabilité d'une équipe, tu as aussi besoin de personnes qui ne sont pas là par défaut, qui ne sont pas là juste pour le chèque ou la position sociale, mais qui sont là pour une raison. Donc, c'est à tous les niveaux et on a chacun une responsabilité là-dessus, quoi. Bien sûr. Moi, combien de dirigeants je rencontre qui me disent « Oh, on a un problème avec les managers, ils ne sont pas au niveau. » Alors moi, du tac au tac, je leur réponds « Mais tu es le dirigeant, tu as les managers que tu mérites. » Il faut l'assumer, cela. Tu sais, feu Michel Serres disait « Donnez des tâches à des gens, vous en ferez des tâcherons. Donnez des fonctions, vous en ferez des fonctionnaires. Donnez des missions, vous en ferez des missionnaires. » C'est ça le vrai sens. C'est comment je m'entoure de missionnaires. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Donc, pour revenir à ta question, chacun doit trouver sa réponse. Je veux dire, il y a pas, moi, je ne crois pas aux gourous, tu vois, qui donnent des réponses toutes faites, etc. Il y a plein de... marcher est une réponse pour se recentrer sur soi. Aller se faire aider par des coachs ou autres pour se recentrer sur soi. Le tout, c'est le premier pas qui compte. C'est se mettre en mouvement. Parce que le problème, dans ce monde qui va très très vite, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on est tous plus ou moins statiques. C'est-à-dire qu'on est figé dans ses certitudes, dans son statut, dans tout ça. Or, plus tu es figé, plus tu t'enracines et plus tu crèves sur pied, entre guillemets. Or, t'amener à faire le premier pas. Et donc là, c'est des rencontres, c'est marcher. Moi, j'ai un ami qui a fait le chemin de Compostelle. Voilà, c'est une vraie reconnexion. Alors, certains peuvent lui donner des connotations religieuses, mais ça n'a rien à voir. Encore une fois, se réaligner sur son fil à plomb personnel pour savoir ce que l'on veut vraiment. Écrire aussi, on parlait de l'écriture. Mais bien sûr, écrire ses pensées. Ça passe par un travail introspectif. C'est le point de départ. Je faisais un constat aussi, c'est que on a de moins en moins d'espace de discussion profonde. C'est-à-dire que même avec nos proches,
On fait un peu des mises à jour. Comment tu vas? Toi, ça va? La femme, les enfants, etc. On rentre de moins en moins par la rapidité des choses dans des questions de fond. Je vois que, tu sais, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait des discussions politiques à table et des fois ça gueulait quand les gens n'étaient pas d'accord, mais il y avait des débats, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses sont tellement clivées aussi qu'on fuit ces sujets-là, même en famille. Donc, j'allais dire aussi, une réflexion que je me fais, c'est de chercher ou de s'entourer de personnes. Ça peut être des amis, ça peut être des inconnus, mais d'avoir ces espaces de discussion nourrissantes qui dépassent le cadre de comment ça va, toi, le boulot, ah ouais, mes problèmes, mais d'aller dans le fond des choses. Je trouve que c'est un petit pas vers la spiritualité aussi, de faire travailler l'esprit, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Mais bien évidemment, même si avec beaucoup d'humilité, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on est toujours le con de quelqu'un, il faut fuir les cons, autant que faire se peut. Parce que c'est de la pollution, réellement. Alors moi, j'ai compris très tardivement, vraiment très tardivement, mais il n'en est pas moins vrai que c'est de la pollution. Donc il faut au contraire aller vers les gens qui t'inspirent, aller vers les gens qui peuvent te nourrir et réciproquement. Si on veut aller dans une démarche spirituelle, c'est-à-dire d'alignement sur soi-même, il faut s'assumer. Pas pour aller dans la confrontation du plus fort, du plus faible, etc. Surtout pas, mais pour assumer et voir même se nourrir de la contradiction de l'autre, qui peut être une voie, une lecture que je n'avais pas imaginée, mais qui va venir me nourrir. Donc, dans l'absolu, et ça revient à une chose essentielle qu'on a complètement bannie dans le monde professionnel, dans le monde d'entreprise, de politique, n'en parlons pas, c'est que l'autre, c'est moi. C'est mon miroir. Or, dans le monde professionnel, on est dans une thématique guerrière. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, si tu veux te repérer dans l'entreprise moderne, il faut avoir Kafka d'une main, le château, et Sun Tzu, l'art de la guerre. Et là, tu as à peu près un GPS, si tu veux, pour te repérer. Mais on a fait de l'autre, non pas son alter ego, comme ça devrait l'être dans une vraie tribu, mais on en a fait soit un allié, soit un adversaire, soit un ennemi. C'est quand même ça, la réalité au quotidien. Or, la fraternité humaine d'une tribu, ben, tu la retrouves très rarement dans une boîte, sauf celles qui ont une culture d'entreprise puissante, pour lesquelles c'est pas que de la com, mais c'est vraiment des rites culturels assumés. Et ça, c'est évidemment de la responsabilité du leader spirituel que de mettre en musique la spiritualité de son entreprise. Et ça, c'est très, très important d'en prendre conscience. C'est pas l'affaire de la RH. Le leadership spirituel, c'est pas de la RH. Ça vient de la volonté d'une équipe dirigeante de nourrir conjointement une ambition humaine. Là aussi, sur les phénomènes de culture d'entreprise, on voit des choses quand même assez aseptisées qui se recoupent. Je disais qu'au-delà d'indicateurs, de performance, etc., une bonne notion pour savoir si on a une culture forte ou si on appartient à une culture forte dans une entreprise, c'est quand les employés eux-mêmes, de leur propre chef, montrent quelqu'un de l'extérieur et disent « Tiens, cette personne-là, je la sentirais bien chez nous ». C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intuitif qui décrit qu'elle répondrait à nos codes, à notre manière d'être, à notre manière d'interagir. Je trouve que c'est un signal intéressant de culture forte, ça. Alors, de l'intuitif et de l'affect aussi. Parce que si tu te dis ça de quelqu'un que tu ne connais pas, tu te dis il va être bien avec nous. Et moi, je revendique, mais depuis très très longtemps, alors ça choque les gens, le droit à la discrimination culturelle pour une entreprise. C'est-à-dire que, contrairement au bavardage qu'il y a sur la marque employeur, parce que tout le monde parle de marque employeur aujourd'hui, je m'en réjouis, mais dans 9 cas sur 10 pour dire des grosses conneries. C'est-à-dire pour dire on est les plus beaux, les plus forts, on est clean sur tout, etc. C'est pas ça une marque employeur. Une marque employeur, c'est assumer sa sélectivité. Pas dans le rejet de l'autre, mais dire avec beaucoup d'humilité, et j'insiste sur l'humilité, nous ne sommes pas faits pour tout le monde. Parce que voilà nos croyances, encore faut-il qu'elles soient vraies, voilà nos valeurs, encore faut-il qu'elles soient vécues, et donc, si tu te projettes là-dedans, welcome, tu seras heureux, formidable. Si tu as le moins de soucis avec ça, ne viens pas, tu seras malheureux. C'est ça la discrimination culturelle. Positive, permettre à l'individu de se positionner s'il se reconnaît ou pas dans la culture de l'entreprise.
Tu nommes dans le livre 9 piliers du leadership spirituel. Je les nomme pour nos auditeurs, auditrices. Et puis tu développes, on en a déjà abordé quelques-uns, et je t'invite à développer celui qui te fait envie. Donc la notion de sens, les règles de vie, les croyances, les rites, la sélection, la marque employeur, vivre ensemble, faire savoir et transmission. Oui. Sur lequel tu as envie de développer, qu'on n'aurait pas... Ces piliers sont des piliers, j'allais dire, c'est des clés, des piliers très opérationnels qui font écho aux 7 qualités du leader spirituel. Au premier rang desquels, tu as l'humilité. C'est un point essentiel. Aujourd'hui, on est dans le règne de l'ego, donc l'humilité. Le courage, le don de soi est absolument essentiel. Moi, je suis un militant de la pyramide inversée. C'est-à-dire que nos modèles classiques, qui sont répandus dans, on va dire 98% des cas, c'est la pyramide tête en haut. Bon. Alors, pour celles et ceux qui s'intéressent un petit peu au symbole, ça, depuis la nuit des temps, c'est le symbole masculin, la force, la puissance, etc., droit divin, tout ça. Bon. Le grand chef, le grand Mamamouchi, il est tout en haut. Et puis après, tu as les strates, les collaborateurs, et puis tu as les clients en bas. Bon. Ça, c'est le modèle d'un temps passé, révolu. Même s'il prévaut et il fait l'unanimité aujourd'hui, mais il est déjà condamné. C'est un modèle de dinosaure. La pyramide inversée, c'est tête en bas, donc symbole féminin, donc féminin synonyme de vie en tant que tel. Eh bien, quand tu as le talent d'être un leader spirituel, eh bien, tu dois comprendre que ton rôle, c'est de pousser les gens vers leur destin, les aider à assumer leur propre leadership. Pas de s'asseoir dessus, au contraire, les pousser. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très, 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 très fort. D'où, parmi les piliers, la notion de sens, qui est le mot le plus galvaudé aujourd'hui. Tout le monde parle de sens. Alors, c'est parfois du contresens, du sens inverse. Enfin, c'est du sens dans tous les sens, sans jeu de mots. Quand les grands groupes, notamment cotés, ont pris conscience, sous l'impulsion des acteurs financiers, que c'était important de formuler une raison d'être. La majeure partie d'entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé leur agence de pub et dit il nous faut une raison d'être. Et ils ont sous-traité à des pubeurs leur raison d'être. Alors que la raison d'être, elle doit venir des tripes de l'histoire, de la gouvernance. C'est vachement engageant, une raison d'être. C'est ce pourquoi tu es censé te lever, entre guillemets. Bon. Et pourquoi, évidemment, c'est catastrophique dans l'engagement et l'adhésion des gens, c'est que ça heurte l'envie d'être des gens. Le vrai défi, derrière tous ces piliers que tu viens d'énumérer, c'est comment l'entreprise arrive à bâtir des tranches de vie pour les gens. Parce que les gens, ils sont mus par leur envie d'être. Tu inverses le sens des mots, l'envie d'être, être en vie. C'est ça le vrai défi aujourd'hui. C'est comment, dans un monde en chaos, un monde qui va de plus en plus vite, un monde hyperconnecté, pardon, un monde où l'IA va jouer un rôle de substitution progressivement, etc., eh bien, comment je me mets pleinement en vie? Et ça, c'est le rôle de l'entreprise, et c'est le rôle, évidemment, du sens en entreprise. Et tant qu'on ne travaillera pas cela, tant qu'on n'alignera pas toutes les politiques RH sur les raisons d'être, parce que pour moi, la raison d'être, c'est la feuille de route d'une politique RH. Car c'est la raison d'être qui nourrit la marque, c'est la raison d'être qui nourrit la mission, etc. Bon, c'est tellement basique. Eh bien, tant que les politiques humaines, managériales, ne seront pas liées là-dessus, on continuera à tourner en rond. Parce que le management, qui aujourd'hui est un management de compétences, doit devenir un management culturel. Le seul problème, c'est que depuis 10 ans, 70% des managers déclarent manquer de temps pour manager. Donc, tant qu'on ne balaye pas devant notre porte pour remettre d'équerre l'ambition humaine de l'entreprise, eh bien, on sera dans le non-sens plutôt que dans le sens motivant pour les gens. Alors, admettons, je suis chef d'entreprise, pas forcément une boîte du CAC 40, mais oui. Voilà. J'écoute Didier, je me dis, je suis dans ma voiture, et puis là, je dis, prise de conscience. Mon intention était bonne au départ, mais je me suis peut-être un peu éloigné de tout ça. Voilà. Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? On a parlé de faire des petits pas vers la spiritualité, mais dans le cadre de mon entreprise, est-ce que c'est de me dire, il faut vraiment que je m'entoure d'un comité de direction avec qui je me sens soudé, avec qui je fais
équipe, est-ce que ça part de là? Ce serait quoi la première étape selon toi? Alors, déjà, la première étape, c'est que tu te soumets à l'épreuve du miroir. Le miroir, c'est ton pire ennemi comme ton meilleur allié. Tu sais, c'est Kipling qui dit « L'homme qui ne veut pas regarder le miroir ne peut pas espérer le traverser ». Or, c'est ça la première épreuve. Alors, c'est quoi l'épreuve du miroir quand tu es au stade 0? 1, tu analyses objectivement l'engagement humain des membres de ton codir. Alors ça, bon, tu peux le faire, tu peux faire appel à des consultants ou autres, qu'importe, mais globalement, c'est les mettre en position, j'aurais tendance à dire, d'inconfort, humainement parlant. C'est-à-dire qu'il faut que chacun exprime quels sont les points forts, les points faibles de l'environnement professionnel de la boîte, quelle est son ambition humaine, etc. De manière à confronter les mots. Dans la plupart, franchement, la plupart des cas, ça part dans tous les sens. Tu vois qu'il n'y a pas une harmonie au niveau de la tête. Or, quand la tête n'est pas en harmonie, c'est tout le corps qui trinque. Ça part dans tous les sens, tu as mal au dos, etc. Enfin, c'est un grand classique. Hein. Bon. Donc, tu commences par ça. Déjà, tu fais un travail de fond sur la cohérence du comité de direction. Alors, ça peut prendre plein de formes, ça peut faire des séminaires, des entretiens, enfin, qu'importe, là, on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis après, tu confrontes ça à la vraie vie des gens. Alors là, c'est du bon sens, hein, c'est très pragmatique. Hein. C'est des focus group, tu donnes la parole aux gens, mais de manière transparente, anonyme. Alors, anonyme, pourquoi ? Parce qu'on est dans un état de suspicion aujourd'hui qui, si on veut libérer la parole, il faut vraiment assurer l'anonymat. Mais que les gens se lâchent, qui parlent entre eux, etc. Et là, tu recueilles ces mots, qui sont des mots qui remontent quasiment jamais à la tête. Tu as tout le filtre corporate, etc. Bref. Et tu confrontes tout ça à l'ADN de l'entreprise pour pouvoir véritablement définir cette fameuse ambition humaine. Donc, tu commences par du basique. Hein. Je me regarde dans le miroir, je confronte avec la vraie vie des gens. Alors, évidemment, tu peux confronter avec tes parties prenantes, hein, soit les clients, les candidats, etc. Mais l'idée, c'est d'objectiver les choses. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on porte? Tu les interroges sur quoi pour libérer la parole? Sur ce qu'ils vivent ou sur ce qu'ils aimeraient vivre? Sur l'ambition de la boîte? Sur tout ça, oui, exactement. Ça. Mais c'est très simple. Hein. C'est, voilà, est-ce que vous pouvez me parler comment vous vivez l'entreprise? Alors, au début, c'est très timide, etc. Et puis après, ça se lâche progressivement. C'est quoi les valeurs? Est-ce que vous estimez que c'est incarné? Quel regard vous avez sur le management? Si vous deviez le qualifier, quels mots vous utiliseriez, etc. Des choses très simples, mais on est en démarche qualitative. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche humaine. On ne propose pas des cases à cocher pour faire des stats. Hein, on est réellement dans l'expression orale. Et ça, après, on en fait une synthèse. Et c'est là le moment de vérité. Est-ce que l'équipe dirigeante veut regarder ou pas? Tu te rends compte qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Tu as des dirigeants, des managers qui gueulent, j'utilise volontairement ce terme, sur leurs équipes. C'est pathologique. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. C'est pas possible. Vécu de l'intérieur, d'ailleurs, aussi. C'est-à-dire, on appelle ça un petit peu le principe du commercial roi, tu vois. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que le métier du commercial, mais c'est pour décrire la notion de la performance, parfois. Si tu es bon dans... tu ramènes du chiffre, que tu es important pour la boîte, du coup, le côté comportemental, le côté attitude... Tu vois, on a besoin de cette personne, donc on va pas, voilà, on essaie. Et c'est comme ça qu'une culture se perd aussi. Mais bien sûr. C'est déjà difficile à la cristalliser, mais des fois aussi, on est tellement dans ce temps court, dans l'idée de la performance, du chiffre, etc., qu'on est déconnecté du long terme et on se rend pas compte que des fois, il faut aussi faire le choix de dire non à certains comportements, quitte à se séparer de cette personne-là qui fait de la bonne performance, parce que ça envoie un signal à tout le reste, en fait. Mais c'est là où le recrutement doit aussi être un recrutement culturel. Si la greffe culturelle ne prend pas, ça ne peut pas marcher. Et tu prenais un exemple dans une interview qui m'avait parlé, tu disais, mais c'est dingue parce que ça rejoint la notion de rite, de prendre le temps de savoir comment on est accueilli dans l'entreprise. Est-ce que le responsable, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise vient pour m'accueillir physiquement? Ça, c'est un signe réel de culture. Moi, j'aime bien les symboles. Tu parlais des symboles aussi. Dans une boîte, on m'a remis, après un long process d'intégration, tout le monde était réuni dans la salle, les plus seniors, et on m'a symboliquement remis mes cartes de visite
devant ces gens-là. Et on a besoin de la reconnaissance, tu sais, du village, de la société. C'est important symboliquement. Et puis voilà, t'es applaudi à ce moment-là. Et c'est un synonyme de bienvenue. Et donc, au-delà des termes de onboarding, offboarding, qui sont peut-être parfois vus à un certain niveau technique, ou etc., mais c'est la force du symbole. Tu nommais un chef d'entreprise d'une grosse boîte qui envoyait un mot personnalisé de sa main. Voilà, je crois que les trucs de reconnaissance, il faut être attentif à tout ça. Alors, moi, personnellement, j'ai une sainte horreur des anglicismes parce que c'est une sorte de coquetterie assez pathétique. On ne sait même plus parler français. Moi, je préfère parler d'initiation. Parce que quand tu recrutes quelqu'un, c'est un futur membre de la tribu. Mais avant qu'il soit membre pleinement de la tribu, il faut l'initier à la culture. Ça prend du temps. C'est pas un petit livret d'accueil, c'est pas un petit parcours d'une semaine qui fait le job. C'est pas vrai. C'est des rites clairement à mettre en place pour, à un moment donné, vérifier s'il a intégré les fondamentaux culturels. Tu fais allusion à la période d'essai. C'est extrêmement intéressant. Alors notamment chez les jeunes. Parce que ce que tu disais tout à l'heure sur les valeurs, il faut bien intégrer une chose, c'est que la génération Z, avec elle, ça ne marche pas. Toutes les boîtes ont des belles valeurs au mur, dont pendant longtemps c'était le respect qui était en numéro 1, maintenant c'est remplacé par la bienveillance, etc. Ok. On arrive à attirer le jeune par ça. Il voit au fond du couloir justement le manager toxique qui aboie ses équipes, etc. Et on le garde parce qu'il fait le chiffre. Mais au bout de 6 mois, tu peux être sûr que le jeune, il sera parti. Parce qu'il a tromperie sur la marchandise. Donc, et les rites, c'est exactement pareil. Pour un jeune, on est en France, donc le CDI est sacro-saint, il compte les jours pendant sa période d'essai. Et le jour J arrive, donc lui, il va pouvoir aller voir la banque pour prendre un crédit, changer d'appart, des trucs de la vie, tout simplement, liés au CDI. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise la plupart du temps? Rien. C'est un acte culturel manqué. Parce que le vrai premier jour du nouveau membre de la tribu, c'est quand la période d'essai est terminée. Et donc, il faut inventer des rites. Alors, ton exemple personnel sur les cartes de visite me rappelle un autre exemple que j'avais vécu dans une grosse boîte de retail pour laquelle on avait divisé par 2 en un an le turnover en mettant quelques petits rites, dont un lié à la période d'essai. On s'était rendu compte que dans les dépôts magasins de cette boîte, tout le monde avait un tablier de la couleur de la marque. Et donc, pour toutes les personnes qui venaient d'être embauchées, on avait mis un tablier d'une autre couleur. Ce qui fait que les clients et les collègues savaient que c'était un genou, un novice donc, qui était là. Et lorsque la période d'essai était confirmée, le chef de dépôt, pas grand mamamouchi RH, non, le chef de dépôt réunissait les 60 personnes et symboliquement, devant tout le monde, avec un petit pot, etc., remettait le tablier couleur de la marque. Alors, effectivement, imagine, tu as 23, 24, 25 ans, on te remet le tablier, tu as toute ta tribu qui t'applaudit, etc., qui vient te voir, bravo, t'es des nôtres, etc. Tu vas pas filer ta dème 6 mois plus tard, parce que tu es cranté dans la tribu. Autre exemple de rite, je me permets, mais parce que c'est ces choses tellement simples, encore une fois, ça renvoie au bon sens. Moi, je suis sidéré, parce que depuis maintenant pas mal de temps, c'est difficile de recruter, c'est dur, etc. Comment les politiques de recrutement, parfois, passent à côté de l'essentiel. Les entreprises font faire 3, 4, 5, 6 entretiens à un candidat. Okay, bon. On se renifle, on choisit, puis un jour on dit « Ah, c'est elle ou c'est lui ». Bon, ok. Dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? Cette période de découverte humaine, où on a passé du bon temps, plus ou moins d'ailleurs, du bon temps, eh bien, on fait rentrer la personne dans le process RH. C'est-à-dire que la RH reprend la main pour préparer le contrat, l'envoyer par PDF ou par la poste, et laissant la personne le soin de signer son contrat. C'est typiquement un acte culturel manqué. Il suffit de dire au manager « Fais venir ta future recrue », lui, son contrat, ce qui accessoirement permet au manager de connaître le contrat de ses salariés. On aime bien dire les managers, c'est les patrons, mais ils ne connaissent pas les contrats de leurs salariés. Et à côté, explique-lui pourquoi on l'a recruté. Pourquoi on est convaincu qu'il partage nos valeurs. Lis-lui nos valeurs. Et ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On réinvente le « top là, je te fais confiance, les yeux dans les yeux ». Et là, c'est un vrai point de départ. Ça change tout. Ça change tout. Tu citais l'exemple de ce dirigeant pour un période d'essai. Effectivement, son équipe RH lui faisait remonter tous les mois la liste des personnes qui avaient terminé leur période d'essai. Et il faisait un petit mot manuscrit à la main. Donc, c'est un vrai choix de faire ça. C'est du temps. Quand tu diriges des milliers et des milliers de personnes,
faut le prendre, ce temps. Et donc, il dit, voilà, je viens d'apprendre, votre période d'essai est terminée, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans la tribu de notre... etc. Imagine simplement la personne quand elle rentre le soir chez elle. Et c'est valable aussi quand on part, parce que quand Bien les sûr. gens partent, la manière dont on leur dit au revoir ou la manière dont ça se termine envoie aussi un signal. Si on part un peu voilà, dans le dédain, dans la colère parfois, etc., bah, ça envoie aussi un signal que ceux qui restent sont aussi interchangeables, sont des numéros. Et donc dans ce rite de le revoir aussi, je trouve que c'est... Tu ne peux pas prétendre avoir une culture humaine forte sans soigner tes départs. Ça, c'est complètement faux. Moi, je connais des boîtes qui affichent une culture humaine très forte, et dès que quelqu'un file sa dème, c'est un ennemi. C'est pas possible, ça. Et ça me renvoie vers aussi, tu parlais de, ouais, ok, si je me sens reconnu, intégré, je vais pas claquer ma dème 6 mois plus tard, peut-être. Il y a une non-linéarité aussi, la vie, elle est très chaotique aujourd'hui, ou pleine d'opportunités. Bien sûr, mais bien sûr. Et donc, je peux être amené aussi, même si je me sens bien dans une boîte, à avoir un autre projet qui m'anime. Donc, ma question, c'était plus, est-ce que c'est aussi un peu illusoire de penser cette tribu au sens long terme? Il y a du mouvement tout le temps. Je vois certains DRH qui ont les yeux rivés sur le turnover, mais il y a un turnover naturel aussi, des choses qui est plus élevé que celui à une certaine époque où les carrières étaient linéaires, où il y avait plus de stabilité. Mais bien sûr. Il faut aérer l'entreprise. Mais bien aussi, sûr, quoi. et il faut même bannir le mot carrière. C'est un mot de l'ancien monde. Il faut parler de parcours de vie, dont la personne est le capitaine. C'est-à-dire que c'est elle qui choisit son parcours de vie. Quand tu dis à quelqu'un qui a 25 ans, viens chez moi, je vais gérer ta carrière, c'est le meilleur moyen de le faire fuir. Et effectivement, la tribu, c'est un organisme en mouvement permanent. Si les racines, si les rites sont puissants, eh bien, on agrège, on voit partir, on agrège, on voit partir. Par contre, ce qui est important, c'est que les meilleurs éléments qui peuvent être amenés à partir, c'est qu'ils comprennent que la porte est toujours ouverte. Et donc, ils peuvent revenir 3-4 ans plus tard, enrichis d'une nouvelle expérience, avec la volonté de partager pour autre chose. C'est ça, et je pense que là, on est cohérent du recrutement jusqu'à la fin sur son ambition humaine. Tu parlais du chef de tribu dans cette logique de mouvement. Qu'est-ce que tu penses justement des nouvelles formes qui sont un peu émergentes, les scopes ou les plus anciennes? Je sais que tu as l'exemple de la Maïf, voilà, de ces aspects plus associatifs, j'ai envie de dire, où les salariés sont partie prenante de la gouvernance, etc. Est-ce que c'est le futur? Est-ce que ça restera à la marge pour toi? Alors, je ne sais pas si c'est le futur. Je crois que surtout, c'est des signaux positifs. Mais là aussi, ça renvoie au bon sens. On parlait tout à l'heure de la raison d'être. Un chef d'entreprise qui crée sa propre boîte, il sait ce que c'est, intuitivement, naturellement, sa raison d'être. C'est pour ça qu'il s'est mis à créer. Donc, on a placé cette raison d'être pour des groupes avec des dirigeants salariés, entre guillemets, pas forcément des dirigeants entrepreneurs, il y a quand même une grande différence. Moi, je pense qu'on va revenir... Pourquoi les scopes, les coopératives, on le vend en poupe? C'est parce qu'elles placent l'équilibre performance globale, performance humaine au même pied. Mais je rajouterai à ça les entreprises familiales. Tu sais, pendant très très longtemps, on a critiqué l'entreprise paternaliste, etc. Dans les faits, on y revient. C'est pas négatif si c'est fait honnêtement, dans le respect, dans la considération. C'est ça le maître mot, c'est la considération. Quand tu es 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu as envie d'être considéré pour ce que tu es réellement. Et là, pour être considéré pour ce que tu es réellement, ça impose que ton leader, ton manager, etc., te connaissent réellement. Donc, il faut accepter dans cet hyper-temps qui bouffe tout, de donner du temps pour mieux découvrir l'autre. Ça me renvoie, parce que à travers ton livre, j'ai creusé, puisque j'ai découvert que le leadership spirituel avait fait aussi l'objet d'études, plutôt anglo-saxonnes, Barrett, etc., au mot de dignité, de la reconnaissance de la dignité de chacun. Et c'est des mots, si j'ai reçu Jean-Pierre Gou récemment, et c'est un peu dans la lignée qu'on a cet échange sur la spiritualité, c'est des mots qui vont de pair aussi, la reconnaissance, la dignité, que je creuse en ce moment, donc ça me fait penser à ça. Tu as raison de parler de dignité, parce que au final,
quand on parle de ce leadership spirituel, c'est d'être capable de mettre des mots sur ses croyances. Si je veux être un leader suivi, ben, il faut évidemment que je me partage. Il faut que je donne à partager aussi mes croyances. Il faut qu'il y ait une grille de lecture de moi-même. C'est pas le mec qui est tout puissant, enfermé dans son bureau avec une cour autour. Tu vois, c'est effrayant. Or, c'est encore le modèle très fréquent, notamment dans les grands groupes, comme dans les modèles politiques, hein, bien sûr. Hein. Les allégeances, le phénomène de cour, c'est terrible. Non, il faut se donner à partager. Et si tu te donnes à partager, eh ben, tu es dans cette reconnaissance, cette dignité, cette considération. Autant de mots qu'on n'ose pas utiliser en entreprise. On importe plein de concepts anglo-saxons, etc. Alors, c'est marrant parce que tu vois, les anglo-saxons qui ont travaillé sur cette logique de leadership spirituel, etc., l'ont à travers leur prisme de leur vision de travail. Hein, ils ont même été jusqu'à nous inventer le Chief Happiness Officer il y a quasiment 30 ans de ça, tu vois. Mais avec un seul et unique but, c'est l'hyperproductivité. Or, moi, je prône non pas l'hyperproductivité, mais l'équilibre de productivité. Parce que, comment dirais-je, si c'était vertueux, il n'y aurait pas autant de stress, de burn-out, de désengagement. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Et là, c'est la spiritualité qui entre en ligne de compte. Je t'ai préparé une petite séquence. Alors, c'est des réponses claires, nettes et précises qui vont faire appel à ton spontané. Ça s'appelle le top 3. Ton top 3. Je te donne une catégorie et puis tu essayes de me dire ce qui te passe par la tête le plus rapidement possible. Top 3 des qualités de leadership. Don de soi, honnêteté, humilité. Top 3 des choses qui t'agacent le plus. L'hypocrisie, la malhonnêteté intellectuelle et la violence. Top 3 des choses... Alors là, c'est personnel, t'as le droit à un joker. Top 3 des choses qu'il te reste absolument à faire dans cette vie. J'allais dire la poursuivre. Ok, ça me va. Top 3 des choses qui t'émeuvent le plus. Mes enfants, ça c'est clair. C'est très centré sur ma famille. Ma femme, que j'aime depuis 40 ans bientôt. Et de manière plus globale, les injustices. Top 3 des choses que tu ferais si tu étais président demain. Président de la République ? Président de la République, rêvons grand. Oh là. Là, ce serait... je réhabiliterais des rites autour de la laïcité. C'est-à-dire, je redonnerais du sens à notre fronton républicain. J'imposerais une exemplarité de fonctionnement à tout point de vue. Et je développerais une écoute transversale de toutes les expressions. Okay. Top 3, il m'en reste que 2. Top 3 des plus grosses conneries que font les entreprises. Tu en as déjà cité un certain nombre, mais si on devait le classer. L'hypocrisie managériale, c'est clair. Le grand écart entre ce qu'on affiche et ce que l'on est. Et cette course effrénée au toujours plus. Ouais. Dernier, top 3 de tes conseils pour un jeune adulte qui démarre dans la vie, voilà, sur la base de ton expérience. Alors moi, je me raccroche toujours à ce superbe proverbe juif qui dit « On a 2 choses à transmettre à nos enfants, des racines et des ailes ». Donc, ce que je dis souvent à des jeunes que je rencontre beaucoup, c'est leur dire ne te laisse jamais dicter ta vie. Ça, c'est le premier point. Crois en tes rêves, parce que ça peut devenir ta réalité, si tu en donnes les moyens. Et puis, n'hésite jamais à quitter un job ou une entreprise si elle te rend malheureux. Il me reste, parce qu'on s'approche tout doucement de la fin, je t'avais dit que ça passait vite, en tout cas c'est passé très vite pour moi. Il y a une question aussi que j'aime bien, qui n'en est pas vraiment une, mais c'est 3 inspirations, on a parlé de tes livres, je renomme aussi celui qui est derrière moi, que j'ai
malheureusement pas lu en entier, mais parcouru pour l'instant, mais que je vais m'y pencher parce que c'est le côté être capitaine de sa vie pour moi, la révolution du non. On a parlé donc pour un leadership spirituel assumé, éloge de l'authenticité. Il y en a d'autres, c'est pas tes seuls, mais en tout cas, on a déjà nommé cela. Donc, t'as pas le droit de renommer tes livres. Trois sources d'inspiration que tu nous conseilles, pas forcément liées au leadership directement, mais et ça peut être des bouquins, mais ça peut être documentaire, une série, un lieu, une musique, ce que tu veux. Alors, Spinoza, relire Spinoza, parce que je crois que c'est quelqu'un qui avait tout compris, enfin qui a pas mal écrit. Ça c'est clair. Un homme qui m'a vraiment profondément ému, Elie Wiesel. Mais t'en parlais, alors pourquoi Sa résilience, le parcours par lequel sa force du témoignage, sa non-vengeance, que je trouve extraordinaire. Ça, c'est clair. Mais bon, je ne sais même pas si on l'enseigne, je ne sais pas encore. Voilà. Et pour moi, c'est fondamental, réellement. Et puis, une autre source d'inspiration, j'allais dire toutes les femmes et hommes de bonne volonté. Tu vois, c'est pas, je veux pas en choisir un parmi d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, mais qui se lèvent pour affronter tous les obscurantismes qui sont en train de se déployer partout, que ce soit l'obscurantisme religieux, l'obscurantisme communautariste, toutes les formes, etc. Voilà, ces hommes et ces femmes qui ont le courage, qui, moi, me suscite de l'admiration, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais ce courage-là, sincèrement, mais de se lever pour avoir ces messages de liberté, de tolérance. Voilà, ça m'émeut beaucoup et ça me guide. Merci pour ce partage. Donc, il me reste une question à te poser. Tu la connais parce que celle-là, je la communique en amont. C'est qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie ? Peut-être juste déjà te remercier pour la qualité de ces échanges. Moi, je dis que je fais ce podcast un peu, c'est mon laboratoire recherche et développement personnel que je rends public, que je partage avec les autres. Mais voilà, je me sens privilégié de pouvoir lire un bouquin et de rencontrer quelqu'un qui m'inspire et d'avoir ce niveau d'échange avec quelqu'un. Donc merci pour la discussion qu'on a eue même en dehors des caméras. J'ai envie de retenir et de faire un petit résumé aussi des idées clés qui m'ont particulièrement touché pour l'audience. Ce mot d'aimer, qui est pas niais, qui est pas bisounours, mais qui est essentiel dans la quête de sens, la quête d'impact. Donc comment, toujours m'interroge personnellement d'abord, comment on le cultive au quotidien ? L'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de ce que l'on fait, l'amour plus général, et de comment on l'injecte dans l'entreprise. Je retiens le mot d'énergie, on en a parlé longuement ensemble. Est-ce qu'il y a de la friction dans ma vie ? Est-ce qu'il y a de la fluidité dans ma vie ? Et d'essayer de prendre ça comme témoin de choses à changer peut-être ou pas. Tu nous as parlé aussi de l'introspection, que tout partait de nous finalement, et que ça on pouvait le cultiver quel que soit notre statut, notre rôle ou notre fonction. Je retiens pour les dirigeants le côté est-ce qu'on est soudé humainement ? Est-ce que je suis soudé humainement avec mon équipage ? Et les réflexions que tu as posées à ce niveau-là. C'est un vrai, d'ailleurs, petite parenthèse personnelle, c'est un vrai constat, je ne suis pas le seul à le faire, que les dirigeants se forment peu, s'inspirent peu. J'ai l'ambition un jour peut-être aussi de faire un programme dédié pour des dirigeants pour s'inspirer entre eux, parce que c'est peut-être ceux qui en ont le plus besoin, qui l'utilisent le moins, ce moyen-là. C'est déjà pas mal. Et puis les conseils que tu as donnés aussi pour les jeunes qui débutent dans la vie me parlent particulièrement. Donc, merci pour tout ça. Il y a une clé de voûte derrière tout ça, c'est l'écoute. Ouais. Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Les problèmes surgissent quand l'écoute s'arrête. Les solutions arrivent quand l'écoute s'opère. Il faut savoir tendre l'oreille, être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi. Et malheureusement, toujours pour de très mauvaises raisons, on ne se donne jamais le temps d'écouter l'autre. Et de s'écouter soi, soi-même. Parce que la vie va si vite, c'est très rapide. Exactement. De se laisser embarquer dans un quotidien Exactement. Qui est très
entre les enfants, etc. Donc peut-être un conseil activable aussi, c'est s'autoriser des parenthèses. On n'a pas forcément besoin de partir en tour du monde pendant un an. Ça peut être un week-end, ça peut être un temps, mais le temps de connexion avec soi d'abord et avec son équipage me paraît essentiel. Dans quelques instants, tu as le mot de la fin. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de ta vie? Le temps pour moi aussi de remercier vous toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Comme chaque fois, je vous invite à partager, à vous abonner, à donner un peu de visibilité. Je fais ça aussi pour que ce soit disponible pour le plus grand nombre. Partagez-le peut-être avec un ami que ça pourrait intéresser. Moi, je suis vraiment profondément convaincu que notre époque, un peu trouble là dans ce qu'on vit, elle nécessite plus que jamais le besoin d'incarner ce que j'appelle l'attitude capitaine pour se sentir durablement connecté à soi, aux autres, au monde qui nous entoure. Et donc, au-delà de ce podcast, je continue avec une petite équipe d'imaginer des ressources qui pourraient être utiles aux individus pour développer leur leadership personnel, indépendamment de leur activité ou de leur statut. Donc, si c'est une démarche qui vous intrigue, qui vous intéresse, je vous invite à me suivre sur LinkedIn, sur le profil Baptiste Marin, ou bien à me contacter directement par mail, baptiste@lescapitaines.com. Toutes les belles âmes sont les bienvenues. Et voilà, ne serait-ce que pour échanger et puis prendre votre point de vue. Didier, il est temps de nous saluer. Tous tes ouvrages sont disponibles aux éditions Erol. C'est bien de noter la boîte d'édition aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut connecter avec ton activité? On a parlé de Gueule de l'emploi au début. Gueule de l'emploi, sur les réseaux, LinkedIn, bien évidemment. Très bien. Merci encore. Je pense que c'est pas la dernière discussion que l'on a. C'est moi qui étais honoré en tout cas, d'être ton invité. Merci pour cette chaleur et ce partage. Avec grand plaisir. Du coup, Didier, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie? En 2 secondes, c'est très difficile. Mais j'aurais tendance à dire que c'est déjà faire un travail sur soi pour assumer des choix qui t'évitent d'avoir trop de regrets. Merci Didier Pitlet. Merci. I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être.